Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949, tome 1, Les faits et les mythes, deuxième partie, Histoire, chapitre 3. Détrônée par l'avènement de la propriété privée, c'est à la propriété privée que le sort de la femme est lié à travers les siècles. Pour une grande partie, son histoire se confond avec l'histoire de l'héritage. On comprend l'importance fondamentale de cette institution si l'on garde à l'esprit que le propriétaire aliène son existence dans la propriété. Il y tient plus qu'à sa vie même. Elle déborde les limites étroites de cette vie temporelle. Elle subsiste par-delà la destruction du corps, incarnation terrestre et sensible de l'âme immortelle. Mais cette survivance ne se réalise que si la propriété demeure aux mains du possesseur. Elle ne saurait, par-delà la mort, être sienne que si elle appartient à des individus en qui il se prolonge et se reconnaissent, qui soient siens. Cultiver le domaine paternel, rendre un culte au mâne du père, c'est pour l'héritier une seule et même obligation. Il assure la survivance des ancêtres sur terre et dans le monde souterrain. L'homme n'acceptera donc de partager avec la femme ni ses biens ni ses enfants. Il n'arrivera pas à imposer totalement et pour toujours ses prétentions. Mais au moment où le patriarcat est puissant, il arrache à la femme tous ses droits sur la détention et la transmission des biens. Il paraît d'ailleurs logique de les lui dénier. Quand on admet que les enfants d'une femme ne sont plus siens, du même coup, ils n'ont aucun lien avec le groupe dont la femme est issue. Par le mariage, la femme n'est plus désormais prêtée d'un clan à un autre. Elle est radicalement enlevée au groupe dans lequel elle est née et annexée à celui de son époux. Il l'achète comme on achète une tête de bétail ou un esclave, il lui impose ses divinités domestiques. Et les enfants qu'elle engendre appartiennent à la famille de l'époux. Si elle était héritière, elle transmettrait donc abusivement les richesses de la famille paternelle à celles de son mari. On l'exclut soigneusement de la succession. Mais inversement, du fait qu'elle ne possède rien, la femme n'est pas élevée à la dignité d'une personne. Elle fait elle-même partie du patrimoine de l'homme, d'abord de son père, puis de son mari. Sous le régime strictement patriarcal, le père peut condamner à mort dès leur naissance ses enfants mâles et femelles. Mais au premier cas, la société limite le plus souvent son pouvoir. Tout nouveau-né mâle, normalement constitué, est admis à vivre, tandis que la coutume de l'exposition des filles est très répandue. Chez les Arabes, il y avait des infanticides massifs. Aussitôt nées, les filles étaient jetées dans des fosses. Accepter l'enfant femelle, c'est de la part du père un acte de libre générosité. La femme n'entre dans ces sociétés que par une sorte de grâce qui lui est concédée, et non légitimement comme le mâle. En tout cas, la souillure de la naissance apparaît beaucoup plus grave pour la mère quand l'enfant est une fille. Chez les Hébreux, le Lévitique réclame en ce cas une purification 2 fois plus longue que si l'accouché a mis au monde un garçon. Dans les collectivités où existe la coutume du prix du sang, on n'exige qu'une petite somme lorsque la victime est de sexe féminin. Sa valeur est, par rapport au mâle, comme celle de l'esclave par rapport à l'homme libre. Jeune fille, le père a tout pouvoir sur elle. Par le mariage, il les transmet à l'époux dans sa totalité. Puisqu'elle est sa propriété comme l'esclave, la bête de somme, la chose, il est naturel que l'homme puisse avoir autant d'épouses qu'il lui plaît. Seules des raisons économiques limitent la polygamie. Le mari peut répudier ses femmes au gré de ses caprices, la société ne leur octroie à peu près aucune garantie. En revanche, la femme est asservie à une chasteté rigoureuse. Malgré les tabous, les sociétés de droit maternel autorisent une grande licence de mœurs. La chasteté prénuptiale est rarement exigée, et l'adultère est considéré sans beaucoup de sévérité. Au contraire, quand la femme devient la propriété de l'homme, il la veut vierge et il en exige sous les peines les plus graves une totale fidélité.
Ce serait le pire des crimes que de risquer de donner les droits d'héritage à un rejeton étranger. C'est pourquoi le pater familias a le droit de mettre à mort l'épouse coupable. Aussi longtemps que dure la propriété privée, aussi longtemps l'infidélité conjugale est considérée du côté de la femme comme crime de haute trahison. Tous les codes qui, jusqu'à nos jours, ont maintenu l'inégalité en matière d'adultère, arguent de la gravité de la faute commise par la femme qui risque d'introduire dans la famille un bâtard. Et si le droit de se faire justice à soi-même a été aboli depuis Auguste, le Code Napoléon promet encore l'indulgence du jury au mari justicier. Quand la femme appartenait à la fois au clan paternel et à la famille conjugale, entre les deux séries de liens qui s'enchevêtraient et même s'opposaient, elle réussissait à conserver une assez grande liberté, chacun des deux systèmes lui servant d'appui contre l'autre. Par exemple, elle pouvait souvent choisir son mari d'après son caprice, du fait que le mariage n'était qu'un événement laïque, n'affectant pas la structure profonde de la société. Mais en régime patriarcal, elle est la propriété de son père, qui la marie à son gré. Ensuite rivée au foyer de l'époux, elle n'est plus que sa chose et la chose du génos où elle a été introduite. Quand la famille et le patrimoine privé demeurent sans contestation les bases de la société, la femme demeure aussi totalement aliénée. C'est ce qui s'est produit dans le monde musulman. La structure en est féodale, c'est-à-dire qu'il n'est pas apparu d'État assez fort pour unifier et soumettre les différentes tribus. Aucun pouvoir ne tient en échec celui du chef patriarcal. La religion qui s'est créée au moment où le peuple arabe était guerrier et conquérant a affiché pour la femme le plus total mépris. Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu leur a donné la prééminence et aussi parce qu'il dote les femmes, dit le Coran. Elle n'a jamais détenu ni pouvoir réel ni prestige mystique. La bédouine travaille durement, elle manie la charrue et porte des fardeaux. Par là, elle établit avec son époux un lien de dépendance réciproque. Elle sort librement, à visage découvert. La musulmane voilée et enfermée est encore aujourd'hui dans la plupart des couches de la société une sorte d'esclave. Je me rappelle dans un village troglodyte de Tunisie, une caverne souterraine où 4 femmes étaient accroupies. La vieille épouse borgne, édentée, au visage horriblement ravagé, faisait cuire des pâtes sur un petit brasier au milieu d'une âcre fumée. 2 épouses, un peu plus jeunes, mais presque aussi défigurées, berçaient des enfants dans leurs bras. L'une d'elles allaitait. Assise devant un métier à tisser, une jeune idole, merveilleusement parée de soie, d'or et d'argent, nouait des brins de laine. En quittant cet antre sombre, royaume de l'immanence, matrice et tombeau, j'ai croisé dans le corridor qui montait vers la lumière le mâle vêtu de blanc, éclatant de propreté, souriant, solaire. Il revenait du marché, où il avait causé avec d'autres hommes des affaires du monde. Il passerait quelques heures dans cette retraite qui était sienne, au cœur du vaste univers auquel il appartenait, dont il n'était pas séparé. Pour les vieillards de flétrie, pour la jeune mariée vouée à la même rapide déchéance, il n'y avait pas d'autre univers que la cave enfumée, d'où elle ne sortait qu'à la nuit, silencieuse et voilée. Les Juifs de l'époque biblique ont à peu près les mêmes mœurs que les Arabes. Les patriarches sont polygames et ils peuvent répudier leurs femmes à peu près selon leurs caprices. On exige sous des peines rigoureuses que la jeune épouse soit livrée vierge à son époux. En cas d'adultère, elle est lapidée. Elle est confinée dans les travaux du ménage, comme le prouve le portrait de la femme forte. Elle travaille la laine et le lin. Elle se lève quand il est encore nuit. Dans la nuit, sa lampe ne s'éteint pas. Le pain de la paresse, elle n'en mange pas. Même chaste et travailleuse, c'est une impure. On l'entoure de tabous. Son témoignage n'est pas reçu en justice. L'Ecclésiaste parle d'elle avec le plus profond dégoût. J'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre toutes. À la mort de son mari, l'usage, sinon la loi, demandait que la veuve épousât un frère du défunt. Cette coutume du lévirat
se rencontre chez beaucoup de peuples d'Orient. Dans tous les régimes où la femme est en tutelle, un des problèmes qui se pose est la situation faite aux veuves. La solution la plus radicale, c'est de les sacrifier sur le tombeau de leur époux. Mais il n'est pas vrai que même aux Indes, la loi ait jamais imposé de tels holocaustes. Les lois de Manu admettaient que l'épouse survive à l'époux. Les suicides spectaculaires n'ont jamais été qu'une mode aristocratique. Il est beaucoup plus fréquent que la veuve soit mise à la disposition des héritiers de son époux. Le lévirat prend parfois la forme de la polyandrie. Pour prévenir les incertitudes du veuvage, on donne comme mari à une femme tous les frères d'une famille, coutume qui sert aussi à défendre les gens contre l'impuissance possible du mari. Il semble, d'après un texte de César, qu'en Bretagne, tous les hommes d'une famille aient eu ainsi en commun un certain nombre de femmes. Le patriarcat ne s'est pas partout établi sous cette forme radicale. À Babylone, les lois d'Hammurabi reconnaissaient certains droits à la femme. Elle reçoit une part de l'héritage paternel, et quand elle se marie, son père lui constitue une dot. En Perse, la polygamie est en usage. La femme est tenue à une obéissance absolue envers le mari que le père lui choisit dès qu'elle est nubile. Mais elle est plus honorée que chez la plupart des peuples orientaux. L'inceste n'est pas interdit, il existait de fréquents mariages entre frères et sœurs. Elle est chargée de l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de 7 ans, quand il s'agit des garçons, jusqu'à leur mariage en ce qui regarde les filles. La femme peut recevoir une partie de l'héritage de son mari si le fils ne s'en montre pas digne. Si elle est épouse privilégiée, au cas où le mari meurt sans laisser de fils adulte, on lui confie la tutelle des enfants mineurs et l'administration des affaires. Les règles du mariage montrent clairement l'importance qu'a pour le chef de famille l'existence d'une postérité. Il semble qu'il y ait eu 5 formes de mariage. Numéro 1. La femme se mariait avec le consentement de ses parents. On l'appelait alors épouse privilégiée. Ses enfants appartenaient à son mari. Numéro 2. Quand une femme était enfant unique, le premier de ses enfants était remis à ses parents pour leur tenir lieu de fille. Ensuite, elle devenait épouse privilégiée. Numéro 3. Si un homme mourait célibataire, sa famille dotait et mariait une femme étrangère. On l'appelait femme adoptée. La moitié des enfants appartenait aux morts, l'autre moitié au mari vivant. Numéro 4. Une veuve, sans enfant, remariée, s'appelait femme servante. Elle devait la moitié des enfants du second lit au mari mort. Numéro 5. La femme qui se mariait sans le consentement de ses parents ne pouvait pas hériter d'eux avant que son fils aîné, devenu majeur, ne l'eût donné comme épouse privilégiée à son père à lui. Si son mari mourait avant, elle était regardée comme mineure et mise en tutelle. Le statut de la femme adoptée et de la femme servante établit le droit de tout homme à se survivre dans une descendance à laquelle ne le rattache pas nécessairement un lien du sang. Ceci confirme ce que nous disions plus haut. Ce lien a été en quelque sorte inventé par l'homme quand il a voulu s'annexer par-delà sa vie finie, une immortalité terrestre et souterraine. C'est en Égypte que la condition de la femme a été la plus favorisée. Les déesses mères, en devenant épouses, ont gardé leur prestige. L'unité religieuse et sociale, c'est le couple. La femme apparaît comme alliée et complémentaire de l'homme. Sa magie est si peu hostile que la peur même de l'inceste est surmontée et qu'on n'hésite pas à confondre la sœur avec l'épouse. Elle a les mêmes droits que l'homme, la même puissance juridique. Elle hérite, elle possède des biens. Cette chance singulière n'a rien d'un hasard. Elle provient de ce que, dans l'Égypte ancienne, le sol appartenait au roi et aux castes supérieures des prêtres et des guerriers. Pour les particuliers, la propriété foncière était seulement usufruitière. Le fonds demeurant inaliénable, les biens transmis par héritage n'avaient que peu de valeur et on ne trouvait aucun inconvénient à les partager. Par l'absence du patrimoine privé, la femme gardait la dignité d'une personne. Elle se mariait librement et veuve, elle pouvait se remarier à son gré. Le mâle pratiquait la polygamie
Mais, bien que tous ses enfants fussent légitimes, il n'avait qu'une épouse véritable, la seule qui fut associée au culte et liée à lui également. Les autres n'étaient que des esclaves privés de tout droit. L'épouse en chef ne changeait pas d'état en se mariant. Elle demeurait maîtresse de ses biens et libre de contracter. Quand le pharaon Bokhoris établit la propriété privée, la femme occupait une position trop forte pour en être délogée. Bokhoris ouvrit l'ère des contrats et le mariage même devint contractuel. Il y eut trois types de contrats. L'un concernait le mariage servile. La femme devenait la chose de l'homme, mais elle spécifiait parfois qu'il n'aurait pas d'autre concubine qu'elle. Cependant, l'épouse légitime était considérée comme l'égale de l'homme et tous les biens leur étaient communs. Souvent, le mari s'engageait à lui payer une somme d'argent en cas de divorce. Cette coutume conduisit un peu plus tard à un type de contrat singulièrement favorable à la femme. Le mari lui consentait une créance factice. Il y avait de graves pénalités contre l'adultère, mais le divorce était pour les deux conjoints à peu près libre. La pratique des contrats restreignit beaucoup la polygamie. Les femmes accaparaient les fortunes et les transmettaient à leurs enfants, ce qui amena l'avènement d'une classe plutocratique. Ptolémée Philopater décréta que les femmes ne pourraient plus aliéner leurs biens sans autorisation maritale, ce qui faisait d'elles d'éternelles mineures. Mais même au temps où elles avaient un statut privilégié, unique dans le monde antique, elles n'ont pas été socialement les égales des hommes. Associées au culte, au gouvernement, elles pouvaient jouer le rôle de régente, mais le pharaon était mâle. Les prêtres et les guerriers étaient mâles. Elles n'intervenaient dans la vie publique que d'une manière secondaire, et dans la vie privée, on exigeait d'elles une fidélité sans réciprocité. Les mœurs des Grecs demeurent très proches des mœurs orientales. Cependant, ils ne pratiquent pas la polygamie. On ne sait pas exactement pourquoi. En fait, l'entretien d'un harem a toujours été une lourde charge. C'est le fastueux Salomon, ce sont les sultans des mille et une nuits, les rois, les chefs, les riches propriétaires qui peuvent s'offrir le luxe d'un vaste sérail. L'homme moyen se contentait de 3 ou 4 femmes. Le paysan n'en possédait guère plus de 2. D'autre part, sauf en Égypte où il n'y a pas de propriété foncière particulière, le souci de garder intact le patrimoine amenait à accorder aux fils aînés des droits singuliers sur l'héritage paternel. Par là s'établissait une hiérarchie entre les femmes, la mère de l'héritier principal étant revêtue d'une dignité très supérieure à celle des autres épouses. Si la femme possède elle-même des biens, si elle est dotée, elle est pour son mari une personne. Il lui est attaché par un lien religieux et exclusif. À partir de là, sans doute, s'est établie la coutume de ne reconnaître qu'une seule épouse. En vérité, le citoyen grec demeurait agréablement polygame, puisqu'il pouvait trouver chez les prostituées de la ville et chez les servantes du gynécée l'assouvissement de ses désirs. Nous avons des étahirs pour les plaisirs de l'esprit, dit Démosthène, des palages pour le plaisir des sens, et des épouses pour nous donner des fils. La pallage remplaçait la femme dans le lit du maître au cas où celle-ci était malade, indisposée, enceinte ou relevant de couches. De sorte que, du gynécée au harem, la différence n'est pas grande. À Athènes, la femme est enfermée dans ses appartements, tenue par les lois, dans une contrainte sévère et surveillée par des magistrats spéciaux. Elle demeure pendant toute son existence dans une perpétuelle minorité. Elle est sous la puissance de son tuteur, soit son père, soit le mari, soit l'héritier du mari, soit, à défaut, l'État, représenté par des fonctionnaires publics. Ce sont là ses maîtres, et ils disposent d'elle comme d'une marchandise, le pouvoir du tuteur s'étendant à la fois sur la personne et sur ses biens. Le tuteur peut transmettre ses droits à son gré. Le père donne sa fille en adoption ou en mariage. Le mari peut, en répudiant son épouse, la livrer à un nouveau mari. La loi grecque assure cependant à la femme une dot qui sert à son entretien et qui doit lui être intégralement restituée si le mariage est dissous. Elle autorise aussi, en certains cas très rares, la femme à demander le divorce, mais ce sont les seules garanties que la société lui octroie. Bien entendu, tout l'héritage est légué aux enfants mâles,
la dot représente non un bien acquis par filiation, mais une sorte de service qui est imposé au tuteur. Cependant, grâce à l'usage de la dot, la veuve ne passe plus comme une possession héréditaire entre les mains des héritiers de son mari. Elle retourne sous la tutelle de ses parents. Un des problèmes qui se posent dans les sociétés fondées sur l'agnation, c'est le sort de l'héritage en l'absence de tout descendant mâle. Les Grecs avaient institué la coutume de l'épicléra. L'héritière devait épouser dans le génos paternel son parent le plus âgé. Ainsi, les biens que lui léguait son père étaient transmis à des enfants appartenant au même groupe. Le domaine demeurait la propriété du génos. L'épicière n'était pas héritière, mais seulement une machine à procréer un héritier. Cette coutume la mettait entièrement à la merci de l'homme, puisqu'elle était livrée automatiquement au premier-né des mâles de sa famille, qui se trouvait être le plus souvent un vieillard. Puisque l'oppression de la femme a sa cause dans la volonté de perpétuer la famille et de maintenir intact le patrimoine, dans la mesure où elle échappe à la famille, elle échappe donc aussi à cette absolue dépendance. Si la société niant la propriété privée refuse la famille, le sort de la femme s'en trouve considérablement amélioré. Sparte, où prévalait un régime communautaire, était la seule cité où la femme fut traitée presque à égalité avec l'homme. Les filles étaient élevées comme les garçons. L'épouse n'était pas confinée dans le foyer de son mari. Celui-ci n'était autorisé qu'à lui faire de furtives visites nocturnes. Et son épouse lui appartenait si peu qu'au nom de l'eugénisme, un autre homme pouvait réclamer de s'unir à elle. La notion même d'adultère disparaît lorsque disparaît l'héritage. Tous les enfants appartenant en commun à toute la cité, les femmes ne sont pas non plus jalousement asservies à un maître. Ou inversement, on peut dire que ne possédant ni bien propre, ni descendance singulière, le citoyen ne possède pas non plus de femme. Les femmes subissent les servitudes de la maternité comme les hommes celles de la guerre. Mais sauf l'accomplissement de ce devoir civique, aucune contrainte ne restreint leur liberté. À côté des femmes libres dont nous venons de parler et des esclaves vivant à l'intérieur du génos, dont le chef de famille a la propriété absolue, on rencontre en Grèce des prostituées. Les peuples primitifs connaissaient la prostitution hospitalière, concession de la femme à l'hôte de passage, qui avait sans doute des raisons mystiques, et la prostitution sacrée, destinée à libérer au profit de la collectivité les mystérieuses puissances de la fécondation. Ces coutumes existaient dans l'Antiquité classique. Hérodote rapporte qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, chaque femme de Babylone devait une fois dans sa vie se livrer à un homme étranger dans le temple de Milita contre une pièce de monnaie qu'elle remettait au trésor du peuple. Elle rentrait ensuite chez elle pour vivre dans la chasteté. La prostitution religieuse s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui chez les Almés d'Égypte et les Bayadères des Indes qui constituent des castes respectées de musiciennes et de danseuses. Mais le plus souvent, en Égypte, en Inde, dans l'Asie occidentale, il y a eu glissement de la prostitution sacrée à la prostitution légale, la classe sacerdotale trouvant dans ce commerce un moyen de s'enrichir. Chez les Hébreux, même, il y avait des prostituées vénales. En Grèce, c'est surtout au bord de la mer, dans les îles et les cités où venaient beaucoup d'étrangers, qu'existaient des temples où se rencontrent les jeunes filles hospitalières aux étrangers, comme les appelle Pindare. L'argent qu'elles reçoivent est destiné au culte, c'est-à-dire aux prêtres et indirectement à leur entretien. En réalité, sous une forme hypocrite, on exploite, à Corinthe entre autres, les besoins sexuels des marins, des voyageurs. Et c'est déjà de prostitution vénale qu'il s'agit. C'est Solon qui en fit une institution. Il acheta des esclaves asiatiques et les enferma dans les dictérions, situés à Athènes près du temple de Vénus, non loin du port. La direction en était confiée à des pornotropos, chargés d'administrer financièrement l'établissement. Chaque fille touchait un salaire et l'ensemble des bénéfices revenait à l'État. Ensuite s'ouvrirent des kapaileia, qui étaient des établissements privés. Un priape rouge leur servait d'enseigne. Bientôt, outre les esclaves, des femmes grecques de basse condition s'y firent recevoir comme pensionnaires. Les dictérions étaient considérés comme si nécessaires qu'ils avaient été reconnus comme lieux d'asile inviolable.
Cependant, les courtisanes étaient notées d'infamie. Elles n'avaient aucun droit social, leurs enfants étaient dispensés de les nourrir. Elles devaient porter un costume spécial d'étoffe bariolée, orné de bouquets de fleurs, et se teindre les cheveux en safran. Outre les femmes enfermées dans les dictérions, il existait aussi des courtisanes libres qu'on peut ranger en trois catégories. Les dictériades analogues aux femmes en carte d'aujourd'hui, les olétrides, qui étaient danseuses et joueuses de flûte, et les hétaïres, demi-mondaines qui venaient généralement de Corinthe, qui avaient liaison officielle avec les hommes les plus notables de Grèce et qui jouaient le rôle social des femmes du monde moderne. Les premières se rencontraient parmi les affranchis ou les filles grecques de basse classe. Exploitées par les proxénètes, elles menaient une existence misérable. Les secondes réussissaient souvent à s'enrichir grâce à leur talent de musicienne. La plus célèbre fut Lamia, maîtresse de Ptolémée d'Égypte, puis de son vainqueur, le roi de Macédoine, Démétrios Polyorcète. Quant aux dernières, on sait que plusieurs furent associées à la gloire de leurs amants. Disposant librement d'elles-mêmes et de leur fortune, intelligentes, cultivées, artistes, elles sont traitées comme des personnes par les hommes qui s'enchantent de leur commerce. Du fait qu'elles échappent à la famille, qu'elles se situent en marge de la société, elles échappent aussi à l'homme. Elles peuvent alors lui apparaître comme une semblable et presque une égale. En Aspasie, en Phryné, en Laïs, s'affirme la supériorité de la femme affranchie sur l'honnête mère de famille. À part ces brillantes exceptions, la femme grecque est réduite à un demi-esclavage. Elle n'a pas même la liberté de s'en indigner. C'est à peine si Aspasie, et plus passionnément Sappho, font entendre quelques protestations. Chez Homère subsistent des réminiscences de l'époque héroïque où les femmes avaient quelque puissance. Cependant, les guerriers les renvoient avec dureté à leurs appartements. On trouve le même mépris chez Hésiode. Celui qui se confie à une femme se confie à un voleur. Dans la grande époque classique, la femme est résolument confinée dans le gynécée. La meilleure femme est celle dont les hommes parlent le moins, disait Périclès. Platon, qui se propose d'admettre un conseil de matrone à l'administration de la République et de donner aux filles une éducation libre, est une exception. Il excite les railleries d'Aristophane. À une femme qui l'interroge sur les affaires publiques, un mari répond dans Lysistrata: cela ne te regarde pas. Tais-toi, sinon tu seras battue. Tisse ta voile. Aristote exprime l'opinion commune quand il déclare que la femme est femme en vertu d'une déficience, qu'elle doit vivre enfermée dans son foyer et subordonnée à l'homme. L'esclave est entièrement privé de la liberté de délibérer. La femme la possède, mais faible et inefficace, affirme-t-il. Selon Xénophon, la femme et son époux sont profondément étrangers l'un à l'autre. Existe-t-il des gens avec qui tu t'entretiens moins qu'avec ta femme? Il y en a bien peu. Tout ce qu'on demande à la femme dans l'économique, c'est d'être une maîtresse de maison attentive, prudente, économe, laborieuse comme l'abeille, une intendante modèle. La condition modeste à laquelle la femme est réduite n'empêche pas les Grecs d'être profondément misogynes. Déjà au 7e siècle avant Jésus-Christ, Archiloque écrit de mordantes épigrammes contre les femmes. On lit chez Simonide d'Amorgos: les femmes sont le plus grand mal que Dieu ait jamais créé. Qu'elles semblent parfois utiles, elles se changent bientôt en tracas pour leur maître. Et chez Hipponax: il n'y a que 2 jours dans la vie où votre femme vous réjouit, le jour de ses noces et le jour de son enterrement. Ce sont les Ioniens qui, dans les histoires de Milet, manifestent le plus de hargne. On connaît entre autres le conte de la matrone d'Éphèse. Ce qu'on reproche surtout aux femmes à cette époque, c'est d'être paresseuses, acariâtres, dépensières, c'est-à-dire précisément l'absence des qualités que l'on exige d'elles. Il y a bien des monstres sur terre et dans la mer, mais le plus grand de tous est encore la femme, écrit Ménandre. La femme est une souffrance qui ne vous lâche pas. Quand par l'institution de la dot, la femme eut pris une certaine importance, on déplore alors son arrogance. C'est un des thèmes familiers à Aristophane et surtout à Ménandre. J'ai épousé une sorcière avec une dot. Je l'ai prise pour ses champs et sa maison, et cela, ô Apollon, est le pire des maux. Maudit soit celui qui inventa le mariage et puis le second, et le troisième,
le quatrième et tous ceux qui les imitèrent. Fin de citation. Ouvrez les guillemets. Si vous êtes pauvre et que vous épousez une femme riche, c'est vous réduire à être en même temps esclave et pauvre. Fin de citation. La femme grecque était tenue trop étroitement pour qu'on lui reprochât ses mœurs. Et ce n'est pas la chair qu'on vilipende en elle. Ce sont surtout les charges et les servitudes du mariage qui pèsent aux hommes. Cela nous laisse supposer que malgré la rigueur de sa condition, bien que presque aucun droit ne lui fût reconnu, elle devait tenir au foyer une place importante et jouir de quelque autonomie. Vouée à l'obéissance, elle pouvait désobéir. Elle pouvait accabler son époux de scènes, de larmes, de bavardages, d'injures. Le mariage destiné à asservir la femme était aussi pour le mari une chaîne. Dans le personnage de Xanthippe se résument tous les griefs du citoyen grec contre l'épouse mégère et contre les infortunes de la vie conjugale. C'est le conflit de la famille et de l'État qui définit l'histoire de la femme romaine. Les Étrusques constituaient une société à filiation utérine et il est probable qu'au temps de la royauté, Rome connaissait encore l'exogamie liée au régime de droit maternel. Les rois latins ne se transmettaient pas héréditairement le pouvoir. Ce qui est certain, c'est qu'après la mort de Tarquin, le droit patriarcal s'affirme. La propriété agricole, le domaine privé, donc la famille, sont la cellule de la société. La femme va être étroitement asservie au patrimoine et partant au groupe familial. Les lois la privent même de toutes les garanties qui étaient reconnues aux femmes grecques. Elle passe son existence dans l'incapacité et la servitude. Bien entendu, elle est exclue des affaires publiques, tout office viril lui est rigoureusement interdit. Et dans sa vie civile, elle est une éternelle mineure. On ne lui refuse pas directement sa part de l'héritage paternel, mais par un moyen détourné, on l'empêche d'en disposer. On la soumet à l'autorité d'un tuteur. La tutelle a été établie dans l'intérêt des tuteurs eux-mêmes, dit Caius, afin que la femme dont ils sont héritiers, présomptifs, ne puisse leur ravir son héritage par testament, ni l'appauvrir par des aliénations ou des dettes. Le premier tuteur de la femme, c'est son père. À défaut, les agnas paternels remplissent cette fonction. Quand la femme se marie, elle passe dans la main de son époux. Il y a trois formes de mariage. La confératio, où les époux offrent à Jupiter Capitolin un gâteau d'épeautre en présence du flamen dialis. La coemptio, vente fictive par laquelle le père plébéien mancipait sa fille au mari. Et l'usus résultant d'une cohabitation d'une année. Toutes trois sont avec Manu, c'est-à-dire que l'époux se substitue au père ou au tuteur Zania. Sa femme est assimilée à une de ses filles, c'est lui qui a désormais tout pouvoir sur sa personne et sur ses biens. Mais dès l'époque de la loi, des 12 tables, du fait que la romaine appartenait à la fois à la gens paternelle et à la gens conjugale, il naissait des conflits qui sont à l'origine de son émancipation légale. En effet, le mariage avec Manu dépouille les tuteurs Zania. Pour défendre l'intérêt des parents paternels, on voit apparaître le mariage sine Manu. En ce cas, les biens de la femme restent sous la dépendance des tuteurs, le mari n'a de droit que sur sa personne. Ce pouvoir même, il le partage avec le pater familias, qui garde sur sa fille une autorité absolue. Le tribunal domestique est chargé de régler les différends qui peuvent opposer père et mari. Une telle institution permet à la femme un recours du père au mari, du mari au père. Elle n'est pas la chose d'un individu. D'ailleurs, bien que la gens soit extrêmement forte comme le prouve l'existence même de ce tribunal indépendant des tribunaux publics, le père de famille, qui en est le chef, est avant tout un citoyen. Son autorité est illimitée, il gouverne absolument épouse et enfants. Mais ceux-ci ne sont pas sa propriété. Plutôt, il administre leur existence en vue du bien public. La femme qui met au monde les enfants et dont le travail domestique embrasse souvent des tâches agricoles est très utile au pays et profondément respectée. On remarque ici un fait très important que nous retrouvons tout au cours de l'histoire. Le droit abstrait ne suffit pas à définir la situation concrète de la femme. Celle-ci dépend en grande partie du rôle économique qu'elle joue. Et souvent, même liberté abstraite et pouvoir concret varient en sens inverse.
Légalement plus asservie que la grecque, la romaine est bien plus profondément intégrée à la société. À la maison, elle siège dans l'atrium, qui est le centre de la demeure, au lieu d'être reléguée dans le secret du gynécée. C'est elle qui préside au travail des esclaves. Elle dirige l'éducation des enfants et souvent son influence s'exercera sur eux jusque dans un âge avancé. Elle partage les travaux et les soucis de son époux. Elle est considérée comme copropriétaire de ses biens. La formule du mariage ubi, tu, Gaius, ego Gaia n'est pas une formule creuse. On appelle la matrone domina. Elle est maîtresse du foyer, associée au culte, non pas esclave mais compagne de l'homme. Le lien qui l'unit à lui est si sacré qu'en 5 siècles on ne compte pas un seul divorce. Elle n'est pas confinée dans ses appartements. Elle assiste aux repas, aux fêtes, elle va au théâtre. Dans la rue, les hommes lui cèdent le pas. Consuls et licteurs se rangent sur son passage. Les légendes lui accordent dans l'histoire un rôle éminent. On connaît assez celle des Sabines, de Lucrèce, de Virginie. Coriolan cède aux supplications de sa mère et de son épouse. La loi de Licinius, qui consacre le triomphe de la démocratie romaine, lui aurait été inspirée par sa femme. C'est Cornélie qui forgea l'âme des Gracques. Partout les hommes gouvernent les femmes, disait Caton. Et nous qui gouvernons tous les hommes, ce sont nos femmes qui nous gouvernent. Peu à peu, la situation légale de la romaine s'adapte à sa condition pratique. Au temps de l'oligarchie patricienne, chaque pater familias est au sein de la République un souverain indépendant. Mais quand le pouvoir de l'État s'affirme, il lutte contre la concentration des fortunes, contre l'arrogance des puissantes familles. Le tribunal domestique s'efface devant la justice publique, et la femme acquiert des droits de plus en plus importants. 4 pouvoirs limitaient primitivement sa liberté. Le père et le mari disposaient de sa personne, le tuteur et la manus de ses biens. L'État s'autorise de l'opposition du père et du mari pour restreindre leurs droits. C'est le tribunal d'État qui jugera les cas d'adultère, de divorce, etc. De même, on détruit l'une par l'autre la manus et la tutelle. Dans l'intérêt du tuteur, on avait déjà séparé la manus du mariage. Ensuite, la manus devient un expédient que les femmes utilisent pour se délivrer des tuteurs, soit en contractant des mariages fictifs, soit en obtenant de leur père ou de l'État des tuteurs complaisants. Sous la législation impériale, la tutelle sera entièrement abolie. En même temps, la femme obtient un garant positif de son indépendance. Son père est obligé de lui reconnaître une dot. Celle-ci ne revient pas aux Zania après la dissolution du mariage et elle n'appartient jamais au mari. La femme peut d'un instant à l'autre en exiger la restitution par un brusque divorce, ce qui met l'homme à sa merci. En acceptant la dot, il vendait son pouvoir, dit Plaute. Dès la fin de la République, la mère s'est vue reconnaître à l'égal du père le droit au respect de ses enfants. On lui accorde la garde de sa progéniture en cas de tutelle ou de mauvaise conduite du mari. Sous Adrien, un senatus consulte lui confère, quand elle a 3 enfants et que le défunt est sans postérité, un droit à la succession ab intestate de chacun d'eux. Et sous Marc Aurèle s'achève l'évolution de la famille romaine. À partir de 178, la mère a pour héritier ses enfants qui l'emportent sur les Ania. La famille est fondée désormais sur la conjunctio sanguinis et la mère apparaît comme l'égale du père. La fille hérite comme ses frères. Cependant, on observe dans l'histoire du droit romain un mouvement qui contredit celui que nous venons de décrire. Rendant la femme indépendante de la famille, le pouvoir central la reprend lui-même en tutelle. Il la soumet à diverses incapacités légales. En effet, elle prendrait une importance inquiétante si elle pouvait être à la fois riche et indépendante. On va donc s'efforcer de lui retirer d'une main ce qu'on lui a concédé de l'autre. La loi Oppia, qui interdisait aux Romains le luxe, fut votée au moment où Hannibal menaçait Rome. Le danger passé, les femmes en réclamèrent l'abrogation. Caton, dans un discours célèbre, demanda qu'elle fût maintenue. Mais la manifestation des matrones rassemblées sur la place publique l'emporta contre lui.
Différentes lois, d'autant plus sévères que les mœurs se relâchaient davantage, furent ensuite proposées, mais sans grand succès. Elles ne firent guère que susciter des fraudes. Seul triompha le sénateur consulte Véléien, qui interdisait à la femme d'intercéder pour autrui, la privant de presque toute capacité civile. C'est au moment où la femme est pratiquement la plus émancipée qu'on proclame l'infériorité de son sexe, ce qui est un remarquable exemple du processus de justification mâle dont j'ai parlé. Comme on ne limite plus ses droits en tant que fille, épouse, sœur, c'est en tant que sexe qu'on lui refuse l'égalité avec l'homme. On prétexte pour la brimer, ouverture des guillemets, l'imbécilité, la fragilité du sexe. Fermez les guillemets. Le fait est que les matrones ne firent pas un très bon usage de leur liberté neuve, mais c'est qu'aussi il leur fut interdit d'en tirer positivement parti. De ces deux courants contraires, un courant individualiste qui arrache la femme à la famille, un courant étatiste qui la moleste en tant qu'individu, il résulte que sa situation est sans équilibre. Elle est héritière, elle a droit à l'égal du père au respect des enfants, elle teste, elle échappe grâce à l'institution de la dot à la contrainte conjugale, elle peut divorcer et se remarier selon son caprice. Mais ce n'est que d'une manière négative qu'elle s'émancipe, puisqu'on ne lui propose aucun emploi concret de ses forces. L'indépendance économique demeure abstraite, puisqu'elle n'engendre aucune capacité politique. C'est ainsi que, faute de pouvoir agir, les Romaines manifestent. Elles se répandent en tumulte dans la ville, elles assiègent les tribunaux, elles fomentent des conjurations, dictent des prescriptions, attisent les guerres civiles. En cortège, elles vont chercher la statue de la mère des dieux et l'escortent le long du Tibre, introduisant ainsi à Rome les divinités orientales. En 114 éclate le scandale des Vestales, dont le collège est supprimé, la vie et les vertus publiques leur demeurant inaccessibles, quand la dissolution de la famille rend inutiles et périmées les vertus privées de naguère, il n'y a plus aucune morale qui se propose aux femmes. Elles ont le choix entre deux solutions, ou s'entêter à respecter les mêmes valeurs que leurs aïeuls, ou n'en plus reconnaître aucune. On voit à la fin du 1er siècle, au début du second, nombre de femmes qui demeurent les compagnes et associées de leurs époux comme au temps de la République. Plotine partage la gloire et les responsabilités de Trajan. Sabine se rend si célèbre par ses bienfaits que de son vivant, des statues la divinisent. Sous Tibère, Sextia refuse de survivre à Aemilius Scaurus et Pasquea à Pomponius Labéus. Pauline s'ouvre les veines en même temps que Sénèque. Pline le Jeune a rendu fameux le Poete non dolet d'Aria. Martial admire en Claudia Rufina, en Virginia, en Sulpicia des épouses irréprochables et des mères dévouées. Mais il y a quantité de femmes qui se refusent à la maternité et qui multiplient les divorces. Les lois continuent à interdire l'adultère. Certaines matrones vont jusqu'à se faire inscrire parmi les prostituées afin de n'être pas gênées dans leur débauche. Jusque-là, la littérature latine avait toujours été respectueuse des femmes. Alors les satiristes se déchaînent contre elles. Ils s'attaquent d'ailleurs non à la femme en général, mais essentiellement à leurs contemporaines. Juvénal leur reproche leur luxure, leur goinfrerie. Il les blâme de prétendre aux occupations des hommes. Elle s'intéresse à la politique, se plonge dans des dossiers de procès, discute avec les grammairiens et les rhéteurs, se passionne pour la chasse, les courses de chars, l'escrime, la lutte. Le fait est que c'est surtout par leur goût du divertissement et par leur vice qu'elles rivalisent avec les hommes. Pour viser des buts plus hauts, elles manquent d'une éducation suffisante. Et d'ailleurs, aucune fin ne leur est proposée. L'action leur demeure interdite. La Romaine de l'ancienne République a une place sur terre, mais elle y est enchaînée faute de droits abstraits et d'indépendance économique. La Romaine de la décadence est le type de la fausse émancipée qui ne possède, dans un monde dont les hommes demeurent concrètement les seuls maîtres, qu'une liberté vide. Elle est libre, ouvrez les guillemets, pour rien, fermez les guillemets.